Dieu, accordez-moi la présence d'esprit pour que je puisse prier en toutes circonstances. Donnez-moi de l'intelligence pour que je puisse comprendre votre volonté. Djilali et Serran. Ancien lieutenant de police, Blida. À Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Confession. J'ai l'honneur de vous adresser cette lettre avant de quitter ce bas monde et franchir le noir passage pour rejoindre mon Seigneur. Une lettre destinée aussi à mes enfants et à mes petits-enfants. Elle constitue surtout un affront à ceux qui ont tenté rabaisser mon mérite pour leur signifier que dans cette vie éphémère, si pauvre que fut mon âme, la conscience vertueuse ne m'a jamais quitté. Elle restera ancrée au tréfonds de mon âme et m'assistera le jour du grand jugement. Signifier pour la postérité combien étaient dignes mes loyaux services envers ma patrie. Combien étaient immenses mes sacrifices pour le bien et le confort des miens. Ils ont été exécutés avec sincérité tranchante et consentis avec docilité coutumière, obstinée comme jamais. Aussi bien dans ma résolution que dans ma tenace volonté. Aujourd'hui, à l'ultime virage de ma vie, je suis au désespoir de confier mes obsessions qui étouffent mon âme. Et puisse Dieu faire de cette modeste missive, un prologue à mes mémoires, de petites mesures de prélude comme une promesse à ma délivrance. Peut-être mettra-t-elle fin à mes tourments indicibles que j'ai subis de la part des juges désinvoltes. Des juges oppressifs en manque de finesse et de probité dont les séquelles et les contre-coups psychologiques qu'ils ont laissés en moi ont failli me faire perdre ce qui me restait de ma raison. Des abus que je n'ai su surpasser ni pu me défaire. Ils sont d'une profondeur telle qu'ils ont laissé en moi, toutes ces longues années passées, un goût amer et une âme en charpie. Moi qui ai pourtant tant investi en retrait des inclinaisons irrépressibles, à l'écart de la brigue et loin des péculats. Pourtant, leur conduite délictueuse dont j'ai eu connaissance, leurs inclinaisons que j'ai suivies et signalées, auraient pu leur valoir non seulement le bannissement séance tenante, mais de but en blanc le prétoire suivi de bien des ennuis. Des crimes allant de l'abus d'autorité caractérisé aux coups et blessures volontaires en passant par le délit de partialité, et encore beaucoup plus grave. À ce qui s'apparentant de faux en écriture sur un mandat d'arrêt, établi au profit d'un des plus grands criminels de notoriété publique que le pays a connu. Le tristement célèbre Achour Abderrahman Riyad en l'occurrence, l'escroc intelligent qui a siphonné le trésor public, et contre lequel je venais juste à mes débuts. Lever un bout de voile sur une affaire somme toute banale à première vue, mais qui cachait en profondeur un cratère béant que certains, en crise d'intelligence et de vivacité d'esprit, ont tenté dissimuler d'une touffe de brindilles. Un autre scandale financier qui rappela aux Algériens le hold-up du siècle de Khalifa Bank et ses tristes souvenirs. Ce sera curieusement le prémisse à mes tracasseries judiciaires et administratives, des ennuis évoluant de mal en pis ayant freiné mes ardeurs et éloigné, sans raison particulière, du foyer brûlant en pleine activité cataclysmique qui fera un boom retentissant dans les 2 mois ayant suivi ma mutation. C'est à demander, me dis-je. Par quel artifice sorcier une structure comme la justice, pourtant si développée en système informatique, s'est fait embrouiller les bits générant des telles inconvenances alors que ce bandit carambouilleur est habitué à ces prétoires depuis déjà longtemps. Cette entorse à la loi constitue, si elle serait remise au goût du jour et les véritables intentions vérifiées, un crime imprescriptible qui peut valoir le spleen le plus âcre à ses auteurs. En 29 ans de carrière professionnelle et de mémoire d'auxiliaire actif de cette même justice, je n'ai jamais relevé la moindre carence sur ses commandements à l'époque même où ces actes à caractère sensible sont manuscrits archaïquement au stylo à plume. Bref, c'est devant ce climat pernicieux marqué de cafouillage et d'hostilité agressive à mon égard que je serai amené à multiplier mes distances et redoubler le maximum de prudence. Choisissant à l'aube de ma retraite, la voie de la sagesse et de la circonspection. Que me reste-t-il à faire, monsieur le ministre, lorsqu'une jugesse, ignorant toute formule de politesse, une femme querelleuse brillant de condescendance méprisante et de langage répulsif se met elle aussi du mauvais côté de la loi, vexe un policier à l'âge de son père qui lui refuse ses envies capricieuses?
Que reste-t-il devant ces bandits dont l'immense fortune ex nihilo qui pillent sans vergogne froisse juges et policiers sans payer leurs offenses? D'emblée, j'ai dressé un tableau sombre d'une des parties corrompues du système judiciaire au-delà de toute reconnaissance où la balance de la justice s'est inclinée irrémédiablement en faveur de la tyrannie. Un microcosme sournois à revoir et corriger, devenu un instrument de terreur et d'oppression et une tumeur maligne dans la société. Cette terreur ancrée dans l'imaginaire collectif est reconnue publiquement et dénoncée avec audace par l'ex-ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Abderrachid Tabi. L'homme connu pour sa droiture à qui je dois mon salut solennel et ma révérence des plus les condescendances malveillantes et le dédain. Dès lors, et devant ces vérités affligeantes, il m'est légitime de refuser toute forme de servilité obséquieuse à laquelle je ne suis pas habitué en contrevenant aux injonctions orales des juges par crainte d'être bourradé et jeté en prison. Chose qui a énormément déplu à ces messieurs et interprété comme ils le voulaient. Pourtant c'est mon droit, cette atoutaille légitime entraînera contre tout rite judiciaire la déchéance de ma qualité d'OPJ comme si le fait de refuser les instructions orales constitue une perversion. Un acte de rébellion et un grave manquement au devoir moral régissant notre noble profession. Pire, je serai harcelé même par les miens jusqu'au jour où je fus condamné sur la base d'un dossier vide, divulgation de secrets. Et quel secret, c'est à en rire plutôt que d'en pleurer. Dossier confectionné par les responsables de sinistres mémoires du service central de répression du banditisme ex-ONRB, dont je ferai plaisir de citer leur nom. Un tandem de vrais voyous. Deux erreurs de la nature meilleure dans le pire. Des gangsters clochards à la solde des rupins ayant réduit à néant le prestige de la police dont le sort sera scellé par la puissance divine dans les semaines ayant suivi mon procès. Ils seront radiés, non pas pour des broutilles administratives, mais pour de graves infractions à la loi pénale qu'ils ont volontairement commises. Je citerai de mémoire, entre autres, et tenez-en, corruption, menace de mort, extorsion de fonds. Des faits gravissimes qui auraient pu leur valoir une mise à l'ombre pour 10 ou 20 ans de prison. Malheureusement, hélas, en dépit de la gravité des infractions énoncées et de l'éloquence ahurissante de leurs crimes, la Direction générale de la Sûreté nationale connue par sa rigueur inflexible. Une institution stricte et tatillonne sur les abus de cette nature, leur évite curieusement des procès. Ils seront tout de même virés comme des malpropres et séances tenant à l'issue d'une comparution expéditive rondement menée. Ce sera une seconde peine probatoire qui me rappela malheureusement la première 40 ans plus tôt à laquelle j'y reviendrai par devoir de mémoire l'expliquer sans faire d'économie sur les détails. Lorsque je serai confronté aux aléas de ma jeunesse, et pour ne pas passer, outre ma dignité morale, conscient même à mes 20 ans, des affronts à l'honneur que j'aurai du mal à surmonter. Une peine symbolique, oui, mais qui me priva temporairement de mes fonctions. Elle sera suivie, Dieu merci, de ma réhabilitation sur ordre express de monsieur le directeur général de la Sûreté nationale de l'époque, qui par souci d'acuité et de clairvoyance, me reçut dans son bureau pour entendre de vive voix mes insistantes doléances claires, nettes et justifiées. Pour en revenir et aller à l'essentiel, je dirais que n'ai jamais imaginé qu'advienne une fatalité telle que la mienne qui scellera de la manière la moins honorable mon destin au crépuscule de ma vie professionnelle. J'ai rêvé candidement quitter la police en apothéose des plus distingués si ce n'est ce magma de mes pauvres infortunes. Pourtant de toute ma vie je n'ai côtoyé que des juges corrects soucieux la loi et de la faire respecter. Des juges plus réfléchis et raisonnables dont l'élégante simplicité dénote de la pureté de leurs âmes et de leur proximité affective naquit. Entre eux et moi une bienveillance fraternelle marquée d'estime et de considération rehaussée de respect et de sincère gratitude. Aucun, j'insiste là-dessus, aucun de ces augustes messieurs que je salue au passage, n'a osé passer outre la loi et la violer, alors que celle-ci est bafouée jour après jour, nuit après nuit durant la décennie noire. Je cite en particulier ceux que nous avions pris sous nos ailes pour veiller à leur protection durant la tragédie nationale alors que j'exerçais à Blida.
C'était au moment où le terrorisme était à son apogée et rasait aveuglément tout sur son passage tel un rouleau compresseur, y compris les magistrats, sa cible de préférence. Nous n'avons ménagé aucun effort pour renforcer notre présence à grand renfort de personnel au niveau des tribunaux, à redoubler de vigilance suivie d'actives recherches pour identifier, localiser et neutraliser les criminels ayant pris pour cible les magistrats, et nous y avions réussi grâce à notre finesse d'esprit, exception faite, je m'en souviens, de celui qui a osé mettre fin à la vie du procureur général, le défunt Ahmed Belouchet, lequel échappera par miracle à une balle mortelle tirée à 2 mètres. Ce bandit vite identifié est arrêté 2 mois plus tard par une escouade que j'ai désignée savamment pour la circonstance. Et je serai là, l'un des rares officiers à avoir un haut magistrat dans son bureau à l'honneur de sa machine pour recueillir sa déposition. Aussi, je ne devrais passer sous silence le traitement de faveur qui leur est réservé, qu'on se rend cette fois-ci. Le volet d'escorte effectué sur initiative personnelle à nos risques et périls jusqu'aux portes de la capitale une fois l'axe autoroutier Blida-Alger, infesté de brigands, a subitement pris l'aspect sinistre d'un véritable coupe-gorge. Parmi ce cortège de magistrats, il y a ceux qui ont quitté ce bas monde et dorment dans la paix du Seigneur. Puisse-t-il les envelopper de sa sainte miséricorde, d'autres encore vivants, qu'ils soient gratifiés de félicités et d'aurores éternelles. Cela étant dit, je servirai aussi parmi les militaires aux moments cruciaux de sinistre mémoire. À l'heure où notre glorieuse armée nationale surnageait dans la débâclée et frôlait la faillite et la défaite morale devant un ennemi invisible qui multipliait ses coups butoirs et redoublait de férocité, j'avais comme mes frères d'armes, un goût du risque chevillé au corps et un nationalisme agressif rivé dans l'âme à l'image de mon père connu lui aussi. Pour sa force exceptionnelle, l'honneur et l'élévation de la fierté. Un homme de valeur tombé au champ d'honneur 30 ans plus tôt après avoir connu les pires supplices de la baignoire et les atrocités de la Gégène. Méthodes inhumaines érigées à cette époque en système de terreur et de domination. Après tout, me dis-je, que vaudrait la vie devant une patrie meurtrie qui s'effiloche et part en vrille? Devant un monde indifférent, parfois complice, et un pauvre citoyen pris en tenaille, malmené, hésitant à choisir quel camp se ranger pour sauver sa peau et préserver celle de ses enfants. J'ai refusé, tout comme mon père, le déshonneur de la compromission. Je n'ai jamais trahi le serment solennel d'engagement. Comme je n'ai pas répudié mes principes décisifs ni contrevenu à mes valeurs référentielles pour faire cause commune avec les assassins. J'ai chassé avec foi l'idée de filer à l'anglaise à l'être ranger et laisser tomber ma patrie entre les mains des faux dévots à l'image de ces renégats à l'âme rebelle animée d'une félonie perfide des traîtresses dont certains collaborent, à l'heure qu'il est, avec des puissances étrangères aux grandes dames de leur pays. J'ai trimé 10 ans comme un forcené jusqu'à épuisement. Et je servirai de la même ardeur juvénile faisant vent debout contre l'infamie et la barbarie humaine jusqu'au jour où je perdis la résilience d'autrefois suivie d'un bout de ma raison alors que le terrorisme tirait à sa fin. Vaincu grâce à la perspicacité et la bravoure des hommes de valeur, des hommes intrépides aux combines intelligentes, aux techniques de l'usure et à l'art d'attrition. 4 mais comble du paradoxe. Hélas, pendant que certains font l'impossible, s'exposent nuit et jour à la mort, se font cribler de balles. Parfois déchiquetés par les bombes pour sauver la République de l'obscurantisme et du chaos, annoncer des raclures faisant race à part. Dont l'absence de sens moral a rendu capable de méfaits spolie non seulement les droits, mais s'adonne devant nos yeux à des activités mafieuses pour se frayer le chemin turpide de la fortune en gavant les autres de philosophie stoïque, les poussant au casse-pipe pour une misérable prime de 100 dinars par jour. 100 dinars, oui 100 dinars seulement. Une prime amoncelée depuis les hostilités jusqu'au terme de l'état d'urgence représente aujourd'hui une petite fortune pour les policiers en mal de joindre les deux bouts, une prime de la honte que ce même état qu'ils ont protégé et servi par les larmes et le sang refuse d'honorer à ce jour pour on ne sait quelle raison. N'est-ce pas là, Excellence, une flagrante et impardonnable injustice qu'aucun ne saurait oublier ni aujourd'hui ni demain?
Dans tous les cas, j'y reviendrai dans un narratif objectif et une relation plus fouillée en événements vécus mi-miel mi-fiel, à travers lesquels se croisent la guerre et la paix. L'amour et la mort, la laideur et la trahison. Alors tant que j'ai en moi cette ardeur quasi religieuse et cet élan passionné à l'écriture, je tâcherai, en tant qu'acteur actif et vétéran de la tragédie nationale, de jeter un regard rétrospectif plus étoffé pour rapporter cette tranche de vie douloureuse dans mes mémoires, et l'accomplirai lucidement, loin des sentiments de haine, de la rancune et à l'écart de toute perception vengeresse. J'en suis résolu à m'y mettre même si je serais amené à les rapporter gauchement avec le vice de mon langage et l'imperfection de mes mots. En attendant, j'espère à l'avenir qu'aucun justicier ne soit au-dessus de la loi, qu'aucun justiciable ne soit confronté au mur du mépris ni aux tourelles de l'indifférence coupable comme je l'ai été, car dussé-je remarquer, ce sont souvent les personnes les plus souples et les plus justes que l'on fait souffrir davantage. On oublie malheureusement que l'injustice écœure, que l'orgueil abaisse et le mépris abîme l'âme. Voilà, monsieur le ministre, c'est peu ou prou dit, et grand merci d'avoir remonté cette modeste missive servant, si Dieu le veut et rallonge ma vie, beaucoup plus d'une rupture à mes pénibles obsessions que d'amorce à ma modeste œuvre. Que Dieu prémunit notre pays à tout instant, qu'il nous protège, guide nos pas et éclaire nos pensées. Gloire à tous mes chers collègues disparus et grand merci à ceux qui sont toujours vivants. Veuillez croire, Excellence, à mon profond respect et à l'assurance de mes salutations distinguées. Signé Djilali et Serran,